When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. This is going to be an extremely busy month. I have to watch 104 soccer games, follow the pregame, the postgame, yell useless opinions at the TV. It's a lot. So I knew that when it comes to screening for colon cancer, the choice was clear. The Cologuard Plus test. It can be used at home and can only take 15 minutes, so I can do it during halftime and not miss any action. If you are 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about screening for colon cancer with the Cologuard test. You can also request a prescription at Cologuard.com. Alors ce sujet m'a été inspiré par Clémence, qui est la fondatrice et la gérante de Volt, la marque de vêtements fabriqués en France. Et j'insiste sur ça parce qu'elle est entièrement fabriquée en France et c'est assez rare pour le souligner. Bref, Clémence que j'ai rencontrée au Salon de Paris, qui est une très belle rencontre. Et on s'est mis à discuter. Et elle écoute mes podcasts, donc ça a pu faire un échange super sympa. Et elle m'a proposé et inspiré ce podcast de ce soir. Donc autant vous dire que je l'enregistre et je vous le publie quasiment instantanément, puisque le Salon du Cheval de Paris, c'était il y a 2 jours. Elle m'a inspiré ce podcast en me demandant, les échecs, ça fait partie de la vie, mais toi, est-ce que tu as eu des échecs ? Comment tu as géré tes échecs ? Est-ce que tu as envie d'en parler ? Et je lui ai dit, mais ouais, c'est une trop bonne idée. Parce que c'est vrai que sur les réseaux, on a toujours une image où tout va bien, tout est beau, tout est rose, alors que c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Et bien entendu qu'il y a plein de trucs dessous et que vous ne savez pas tout. Et ce soir, dans ce podcast, j'ai envie de tout vous raconter sans tabou et comment moi je le vis, les réseaux, comment je l'ai vécu, puisque ça fait 6 ans bientôt que je fais ce métier-là à temps plein, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, donc depuis le premier confinement. C'était pas du tout mon métier de base et je n'avais absolument pas du tout vocation à faire ça parce que à l'époque, je n'y connaissais strictement rien en réseaux sociaux. Donc j'ai buzzé complètement par hasard et c'est devenu mon métier. Donc je vais vous raconter dans ce podcast un petit peu tous les échecs entre guillemets par lesquels je suis passée pour en arriver là aujourd'hui. C'est pas tout beau, tout rose, les réseaux, comme on veut le faire croire parfois. C'est vrai que c'est la solution de facilité, puisque on aime bien sur les réseaux, en général, montrer ce qui va, et tant mieux, parce que le but, c'est quand même de montrer le positif. On va pas être là à chouiner tous les 4 matins, mais malgré tout, il y a quand même la vraie vie, et puis dans la vraie vie, il y a des bas, il y a des hauts, des bas, des hauts, et c'est comme ça tout le temps, c'est cyclique. Mais c'est la vraie vie, et les réseaux, c'est pareil. Donc c'est Steph de Ponycorn, et c'est parti pour un nouveau podcast. Les échecs dans la vie, il faut aller les chercher. Pourquoi ? C'est ce qu'on va voir ce soir dans ce podcast. Alors déjà, je voudrais faire un petit throwback pour vous expliquer que tout au long de ma vie, j'ai eu des échecs, et ce n'est pas négatif. Déjà, pour moi, l'échec, ça ne veut pas dire quelque chose de négatif. Bien au contraire, en général, pour moi, c'est un tremplin pour rebondir et aller vers autre chose ou un indicateur qui m'a donné justement une information pour me dire « Ah, t'étais pas dans la bonne voie, faut que tu changes de voie, faut que tu changes de façon de faire, t'es pas au bon endroit, t'es pas au bon moment. » Donc l'échec, je l'ai connu très jeune, puisque, et ça c'est une anecdote que je vais vous dire, dont je n'ai jamais parlé à personne, même ma famille, je crois qu'ils ne savent pas que ce moment-là, c'était le pire de ma vie, qui est le premier échec que j'ai vécu, et j'avais 8 ans, 7 ans peut-être bien, puisque c'était ma première communion. Alors j'ai été élevée et éduquée dans des écoles catholiques, même si aujourd'hui je suis athée. J'ai été élevée dans une éducation totalement catholique, j'ai fait mes communions, dont ma première communion, et à cette première communion, ma maîtresse, qui était une grosse conne, il faut le dire, Madame Mallard, je m'en rappelle encore comment elle s'appelait, qui a eu la bonne idée, je ne sais pas pourquoi, elle ne pouvait pas me blairer, c'était peut-être pour ça que d'ailleurs, a eu la bonne idée de me faire chanter devant tout le monde à la première communion.
moi qui étais certes extravertie, c'est ça, j'ai un côté, c'est très curieux chez moi, j'ai un côté extraverti où je vais être fofolle comme vous me connaissez un petit peu dans les vidéos, et j'ai un côté très timide et réservé que vous me connaissez peut-être via les podcasts du coup, très timide, très réservé, hyper sensible, donc il y a des choses qui sont très compliquées pour moi, et notamment quand j'étais petite, par exemple parler à des inconnus, aller chercher du pain, parler devant une foule, devant un public, devant les élèves, ça pour moi, devant les parents, c'était hyper difficile, surtout quand je ne connaissais pas les gens. Et forcément, à la première communion, il y a tout un tas de monde dans l'église qu'on ne connaît pas, donc ça me terrorisait un peu. Mais je ne sais pas, cette grosse conne de Madame Mallard, elle avait décidé qu'il fallait que je chante. Et quand j'étais petite, bon, encore aujourd'hui, mais ça s'entend un petit peu moins, mais quand j'étais petite, j'avais une voix cassée. J'avais une voix très grave et cassée, une petite voix de canard un peu. Et j'ai toujours eu cette voix cassée quand j'étais petite. Et en grandissant, ma voix s'est éclaircie et j'ai eu une plus jolie voix, entre guillemets. Mais je sais pas, j'ai eu une voix cassée jusqu'à peut-être, j'en sais rien, l'adolescence, quoi. C'était vraiment curieux, j'avais une petite voix de canard, je parlais un petit peu comme ça. Enfin, je ne saurais pas vous imiter ma voix de quand j'étais petite, mais j'avais vraiment une voix de canard cassée, pas belle du tout. Enfin, moi, je trouvais que ça, c'était pas beau. Mes parents trouvaient que c'était mignon, mais moi, je trouvais ça affreux. Et j'étais assez complexée par ma voix étant petite. Alors, comment on peut être complexé en étant petit ? Si, moi, ça me gênait un peu de parler. C'est peut-être pour ça que j'avais du mal à parler devant mes camarades ou des trucs comme ça. Et donc, il fallait que je chante. À tel point que je suis choquée, je me rappelle encore de l'air de la chanson. Je suis capable de vous la chanter, quoi. Et cet épisode m'a traumatisée à vie. Si vous voulez me traumatiser et me faire passer une mauvaise soirée, invitez-moi à une soirée karaoké. Je ne peux pas blairer la chanson devant les gens. C'est une catastrophe. Alors, je vais chanter dans ma bagnole à tue-tête. Ça m'est déjà arrivé de chanter avec une amie chanteuse comme ça en off, tout ça pour rigoler. Mais sérieusement, genre, vous m'invitez à un karaoké, mais moi, c'est la pire soirée de ma vie. C'est vraiment de la merde. Alors, en plus, aujourd'hui, je trouve que je chante plutôt juste et pas trop mal. La meuf qui s'envoie des fleurs. Il faut savoir se le dire quand on fait des trucs bien. Donc voilà. Mais à l'époque, forcément, petite, je n'ai jamais chanté avec ma voix de canard. L'autre, elle me fait chanter un truc d'église où il faut avoir une voix de crécelle. Forcément, ça ne marche pas en fait, les gars. Ça ne marche pas en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand il fallait monter la note, ma voix, elle déraillait. Donc, je me souviens de l'air, je vais vous le chanter là. Les paroles, je m'en souviens en plus. À tout jamais, jusqu'à la vie. Et c'est quand on montait là, à tout jamais. Oh, je chante hyper faux là, mais quand on montait là, à tout jamais, ma voix faisait à tout jamais. Comme ça. Mais vous imaginez là, une gamine de 7 ans qui doit chanter comme ça devant tout le monde ? Le choc intersidéral. Donc, on a eu des répétitions avant. Donc, la première fois en répétition avec les parents, quelques élèves et tout ça, donc il n'y avait pas grand monde, mais il y avait quand même du monde. La première fois que ma voix déraille, je panique. Et là, tout le monde me dit « Mais non, c'est pas grave, c'est mignon et tout ». Même la maîtresse connasse qui me dit « Non, 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 c'est très bien ». Et la maîtresse connasse, elle faisait de la guitare, elle nous accompagnait à la guitare. Et elle me sort oui, vas-y, je vais prendre une note plus basse, on va voir si ça passe. Forcément, après la note plus basse, ça passe, puisque j'avais une voix plus grave, en fait. Sauf que toutes mes camarades avaient des petites voix de crécelle. À 7-8 ans, pensez-vous, elles avaient toutes une belle voix, mes copines. Donc, elles chantaient toutes bien. Et puis, il y avait moi avec ma voix de canard. Donc, au lieu de je sais pas pourquoi ma mère, elle devait être fière, j'en sais rien, mais pourquoi elle m'a poussée ? Enfin, elle m'a pas poussée, mais pourquoi elle a pas dit « Non, non, mais c'est bon, elle chante pas bien, on va la laisser tranquille pour éviter qu'elle se tape la honte. » Non, ma mère a été trop contente que je chante à l'église, quoi. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Première communion, j'ai chanté devant tout le monde, et vous imaginez bien qu'à la première communion, quand t'as une gamine qui chante et qui fait « au plein milieu de la chanson, ça fait rire tout le monde. Donc, toute l'église s'est mise à rigoler. Et là, mais vous imaginez même pas... mais l'échec intersidéral dans mon cerveau de gamine. Donc déjà, je commençais bien la vie. À 7-8 ans, je me suis traumatisée. Je me suis dit échec total de la chanson. Sauf que aujourd'hui, ce moment, je le prends plus comme un échec parce que finalement, j'étais destinée à faire rire les gens au final, puisque
voilà, je me suis pas démontée, c'est ce qu'il faut regarder aussi. Et c'est ça qui est important dans l'échec. Alors, comment on peut décortiquer cet échec de gamin ? J'ai quand même tenu le coup. J'ai chanté ma chanson jusqu'à la fin, enfin mon couplet, là, mon refrain. Là, et au final, je me suis pas démontée. Donc ça, pour moi, c'est positif, cet échec. À l'époque, je le savais pas, ça m'a un peu traumatisée, même encore maintenant, le karaoké, c'est mort les gars, je vous dis, si vous voulez m'inviter à une soirée, surtout pas karaoké, parce que je serai malade, je serai pas là, il y aura un problème, je serai pas là, de toute façon, c'est clair. Bon, les échecs, ça a continué, mais comme, j'ai envie de vous dire, là, ce podcast, c'est une histoire de monsieur et madame tout le monde. Tout le monde a des échecs. Je n'ai pas une histoire de vie formidable, ne vous attendez pas à un truc de fou. Je vous raconte simplement comment ça s'est passé dans ma vie, les échecs, et comment j'ai rebondi, et je les ai pris comme quelque chose de positif et non de négatif en se disant « Oh là là, mon Dieu, il faut que j'arrête, il faut plus que je fasse ci, il faut plus que je fasse ça ». Non, les échecs, c'est fait pour rebondir. Donc, au niveau scolaire, pour moi, j'ai eu pas mal d'échecs tout au long de ma vie scolaire, parce que de 1, au collège, je me faisais harceler et tabasser. Donc ça, il y a énormément d'élèves qui ont subi ça. Moi, ça s'est véritablement arrêté, mon harcèlement, en 3e, où j'ai commencé, entre guillemets, à être un petit peu plus jolie, avoir des seins, plus avoir d'appareil dentaire, etc. Du coup, j'intéressais un peu plus les garçons. Et au final, je me faisais moins tabasser. Mais de la 6e à la 4e, clairement, je me faisais taper, je me faisais harceler. C'était très, très compliqué. C'était une vraie angoisse d'aller au collège. Et cette période-là, je l'ai vraiment vécue comme un échec, puisque quand j'ai parlé de mon harcèlement à un professeur en qui j'avais confiance, un professeur de PS à l'époque, donc de sport, eh bien, il a totalement ignoré le truc et il m'a laissé comme de ronde flanc, comme une malpropre. Il m'a dit « Ah, bon, c'est bien ». Enfin, il n'a pas dit « Bon, c'est bien », il a fait « Ah ». Et puis, il n'a jamais donné suite, il m'a jamais aidé, il m'a jamais proposé d'aller voir une autre personne pour en parler. Enfin, bref, un mec, c'était un mec, et je pense qu'il savait pas quoi faire de cette info. C'était pas un mauvais gars, mais je pense que c'était pas la bonne personne à qui j'étais en parler. Donc, échec encore à cet âge-là, puisque j'étais relative. Alors, j'avais quelques copines, j'étais pas seule, mais j'avais quelques copines et pas beaucoup. Et ça a été vraiment des moments, des années difficiles pour moi, comme beaucoup d'enfants. On n'est pas là pour faire sortir les mouchoirs, les gars. Mais c'est vrai que le harcèlement scolaire, c'est compliqué. Et ça fait partie des échecs dans ma vie. Qu'est-ce que ça m'a appris? Comment j'ai rebondi? Ça m'a donné une espèce de force de caractère, et notamment avec les mecs. Je me suis jamais laissée faire. J'ai toujours eu un caractère fort. Et je pense que ce caractère, je le tiens de base, c'est sûr, mais ça s'est amplifié. Je suis devenue dure au mal en fait, dure à la moquerie, dure au mépris, dure aux insultes. Il n'y avait pas grand-chose qui me faisait perdre mes moyens. En fait, il n'y avait pas grand-chose qui me faisait perdre mes moyens, il n'y avait pas grand-chose qui me faisait perdre mon sang-froid. En fait, j'étais capable d'encaisser beaucoup, et au final, d'être très très forte en fait, d'encaisser. Et quand ça m'est déjà arrivé au lycée d'avoir une altercation avec une nana que j'aimais pas, je me suis jamais démontée, puisque j'avais déjà subi, et c'était surtout des mecs qui me harcelaient, qui me tapaient au collège, donc c'était plus violent que des filles. Et quand je me suis fait, par exemple, emmerder par cette fille au lycée, eh bien, pour moi, c'était une formalité, en fait. Et même encore aujourd'hui, et même adulte, tout au long de ma vie, quand je me suis fait intimider par des chefs d'entreprise, par mes directeurs, qui se sont permis de me dire des choses, ou même des choses déplacées vis-à-vis de mon physique, ou des choses comme ça, vous voyez de quoi je parle, je me suis jamais démontée. Quand j'ai rencontré des Tinder à la con, dont un qui a essayé de me violer sur le remblai des Sables d'Olonne, je me suis pas démontée. Le mec, je lui ai explosé la gueule. Enfin, je l'ai pas tapé, mais j'ai été virulente dans mes propos et je l'ai repoussé fortement, ce qui a fait de moi une femme de caractère. Donc, cette période d'harcèlement, qui était pour moi sur le coup un échec, et qui l'est toujours d'ailleurs, échec scolaire, enfin échec social scolaire, eh bien, ça m'a donné une espèce de force de caractère. Et en fait, c'est ça, moi, les échecs dans ma vie, ils m'ont apporté quelque chose. Et c'est hyper important de prendre les échecs comme ça, parce que si vous n'en tirez pas quelque chose,
en fait, c'est con. C'est comme tout, quand vous achetez un truc, vous avez quelque chose en plus, vous l'achetez, donc vous avez un truc en plus. Un échec, quand ça vous arrive, forcément, vous en retirez un truc en plus. Si vous n'allez pas le piocher, c'est que vous n'avez pas compris, c'est dommage. Il faut absolument aller piocher ce que l'échec vous a enseigné. Pour moi, c'est primordial. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme échec ? Au niveau du cheval, par exemple, j'ai redoublé mon galop 3. J'étais pas vraiment douée à cheval. Faut se le dire. Hein. Quand j'ai commencé le cheval, j'ai commencé relativement tard, puisque j'ai fait un petit peu de cheval quand j'étais jeune, j'avais 8 ans, mais j'en ai fait un tout petit peu. J'ai arrêté et j'ai repris qu'à l'âge de 15-16 ans. Et à cet âge-là, j'étais avec des gamines dans mon cours parce que je reprenais comme une débutante. Hein. Et je comprenais rien. Il faut savoir que j'ai pas de coordination. Je confonds ma gauche et ma droite. Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Hein. Ça doit avoir un nom. Donc moi, je confonds ma droite et ma gauche. J'ai beaucoup de mal avec ça. Il faut que je réfléchisse. Quand on me dit à droite, il faut que je réfléchisse. C'est pas instantané. Il faut que je réfléchisse quelques secondes pour me dire ah oui, à droite c'est ce côté-là, à gauche c'est de ce côté-là. Et j'ai des problèmes pas de proprioception, mais de projection dans l'espace. Donc pour voir mes foulées, c'est quasiment impossible. Hein. J'ai jamais réussi, les gars. Hein. Je défie quiconque écoute ce podcast et moniteur d'équitation me faire voir mes foulées. Hein. Je n'ai jamais réussi. J'ai mon cerveau, il est programmé différemment que les autres. Je passe mon temps à faire des taxis et des georgettes, ou alors je fais confiance au cheval et du coup il saute tout seul. Hein. Mais je ne vois pas mes foulées. Je ne les vois pas. Les reprises de dressage, c'est pareil. La serpentine, les gars. Je n'ai jamais réussi à faire une serpentine correctement. Pas parce que j'y mets de la mauvaise volonté, hein, parce que c'est impossible pour moi de me projeter dans l'espace sur des zigzags. C'est déjà me projeter dans l'espace sur une ligne droite, c'est compliqué. Mais alors les zigzags, les gars, c'est trop compliqué. Là, on sort du bordel. Et pourtant, j'ai fait des concours amateurs en dressage où j'étais sur le podium. Bon, les gars, on va pas s'enflammer parce qu'on devait être 10 dans la reprise, hein, donc, mais c'est un podium quand même. J'ai fait de la 115, où pareil, j'étais classée avec ma jument. Donc, c'est des petites épreuves, entre guillemets. Je suis pas une star du saut d'obstacle, je suis pas une star du dressage, les gars, hein, parce que le dressage, c'était de l'amateur 3. Mais, pour moi, c'est des victoires, puisque je pars à la base avec des grosses merdes, des grosses lacunes. Donc, je redouble quand même mon galop 3 parce que j'étais pas bonne à l'obstacle. En plus, j'avais une monitrice qui était con comme un balai et pareil, elle pouvait pas m'encadrer, donc je m'en prenais plein la gueule. Donc, échec, équitation, level 20 000. Bon, qu'est-ce que ça m'a enseigné ? De jamais rien lâcher en fait. En équitation, d'être patient et de ne jamais rien lâcher parce qu'aujourd'hui, mon métier, c'est ma sœur équin, à mon compte, depuis 2017. On est en 2025, 2026 bientôt, donc ça va faire 9 ans que je suis à mon compte en tant que masseur équin. Pour moi, c'est une victoire. Et c'est en partie grâce à cet échec, puisque cette monitrice à l'époque m'avait dit de toute façon, il faut que tu arrêtes de faire du cheval, t'es nul, t'arriveras jamais à rien dans l'équitation. Ça m'a tellement vénère qu'elle me dise ça que j'en ai fait mon métier quand même. Donc si elle m'avait pas dit ça, cette meuf, Rachel de son petit nom, eh bien, si Rachel ne m'avait pas dit ça, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc, merci Rachel, en fait. Merci d'avoir été con comme une valise, puisque aujourd'hui, eh bien, j'en ai fait mon métier grâce à des mots durs que tu m'as dit. Alors, je dis pas que c'est bien, hein, parce que quand t'es ado et que t'entends ça de ta monitrice, tu rentres chez toi, tu chiales. Moi, j'ai vécu des années très dures en équitation, où je pleurais à chaque fois que je partais du cours. Et c'est pas normal. Normalement, c'est un loisir, c'est une passion. Normalement, tu sors du cours, t'as le sourire aux lèvres. Moi, c'était pas le cas. Bon, j'ai 41 ans. C'était les anciens moniteurs, vieille école et tout le bordel. Toi-même, tu sais, si t'es né dans les années 80 et 90, tu sais de quoi je parle. Mais pour moi, c'était pas des bonnes méthodes d'éducation. Mais cet échec-là m'a appris ça. Donc, résilience. Ça m'a appris la résilience. Ça m'a appris à rebondir, à continuer. J'y arrive pas, c'est pas grave. Un jour, j'y arriverai. Si je travaille beaucoup, j'y arriverai. Alors, certes, ça me demande plus de travail que des gens qui ont des facilités à se projeter dans l'espace, par exemple. Moi, une reprise de dressage, il faut que je la prenne par cœur, archi par cœur, que je la fasse 25 fois à pied pour arriver à la faire à cheval.
c'est hyper compliqué. Les parcours de CSO, pendant des années, j'ai été incapable de faire un parcours sans oublier un obstacle, sans en sauter un à l'envers. Enfin, c'était quasiment à chaque fois. Pourquoi ? Parce que j'avais du mal à me projeter dans l'espace. Donc, apprendre un parcours comme ça, dans le stress, le jour même, pour moi, c'était une épreuve surhumaine. Et pourtant, j'ai réussi. Certes, ça m'a demandé du travail. Peut-être plus de travail que les autres cavaliers qui ont des facilités, mais peu importe. Quand on veut très fort quelque chose, on finit toujours par y arriver. Ça, c'est Marty McFly qui l'a dit dans Retour vers le futur. Les jeunes qui m'écoutent comprendront absolument pas de quoi je parle comme film. Peu importe, c'est une très bonne phrase. Les échecs sur les réseaux. Alors, maintenant, j'ai envie d'attaquer la partie la plus intéressante, dirons-nous, c'est-à-dire les réseaux. Enfin, je suppose que c'est une partie qui vous intéresse pas mal parce que c'est vrai que les réseaux, il y a tout un espèce de monde souterrain, un peu tabou, qu'on montre pas trop et surtout qu'on n'en parle pas, c'est-à-dire les downs, les baisses de stats, les baisses de vues, parfois, alors moi c'est pas trop mon cas, je vous avoue que le contenu que je poste, souvent, je suis pareil dans la vraie vie, quoi. C'est-à-dire que, alors, sauf quand je fais des sketchs, forcément, c'est des personnages, les gars. Ne croyez pas que je me trimballe avec une veste fluorescente et que je parle comme jument, comme ça, et que je suis condescendante. Non, ce sont des personnages que je joue. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas trop de problème à me montrer sans maquillage, par exemple, dans les stories, ou à dire quand ça va pas. Enfin, moi, ça m'est arrivé plein de fois d'être honnête et de vous dire, voilà, là, je suis dans un burn-out, j'ai été malade, etc. J'ai pas trop de mal à parler de ça, mais je sais que j'ai des collègues à qui c'est pas possible de parler des downs, de parler que ça va pas. Il faut montrer que le beau, que le positif sur les réseaux. Moi, j'avoue que j'ai un peu de mal avec ça. Ça n'en fait pas des mauvaises personnes, hein, attention, parce que souvent ce sont justement des personnes très sensibles et justement elles sont peut-être vulnérables par rapport aux certaines autres facettes qu'elles n'ont pas envie de montrer et elles se protègent. Et c'est tout à leur honneur, chacun fait ce qu'il veut, bien entendu, sur les réseaux. Moi, c'est vrai que je pense encore une fois, du fait d'avoir été harcelée jeune au collège, je suis tellement blindée que j'en ai rien à foutre. Mais clairement, j'en ai strictement rien à faire de ce que les gens pensent de moi et de ce qu'ils se font comme image de moi, parce qu'ils ne me connaissent pas. Et bien souvent, moi, je ne vais pas me poser la question, alors j'entends par là, bien entendu, par rapport à mon contenu, c'est-à-dire que je ne vais pas me poser la question avant de poster un contenu, à savoir si ça va plaire ou pas, si je fais ce contenu pour que ça plaise ou pas. Moi, je fais du contenu, en fait, sur les réseaux parce que ça me fait délirer, parce que je trouve l'idée rigolote, parce que j'ai envie de dire tel message, parce que ça me fait marrer, etc. Mais, pour ma part, jamais je suis en train de me dire je vais faire ce type de contenu parce que ça plaît. Par contre, ce contenu-là que j'aimerais bien faire, je vais pas le faire parce que ça plaît pas, puis ça fait pas de vues. Non, ça c'est vrai que moi, j'en ai rien à faire. Et un autre point, puisque je discutais avec des collègues là récemment, créatrices et créateurs de contenu, et on discutait de tout ça. Et c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont ressortis comme quand il y a des vidéos par exemple qui marchent pas, certaines et certains de mes collègues peuvent les supprimer pour les stats parce que ça les obsède et que si par exemple ils font 25 000 vues sur une vidéo alors que d'habitude ils sont habitués à en faire 150 000, ça va être tellement dur pour eux qu'ils vont supprimer cette vidéo. Alors moi pas du tout, moi j'assume totalement tout ce que je fais, c'est-à-dire que j'en ai rien à carrer si j'ai une vidéo qui va faire 6 000 vues, 10 000 vues. Alors bien sûr, je vais me dire, tiens, ça n'a pas plu. Bon, voilà, je vais pas sauter de mon lit en disant, wouh, génial, j'ai fait que 6 000 vues. Non, on est forcément un petit peu déçu à se dire, merde, ça n'a pas plu. Mais alors, qu'est-ce que j'en ai rien à battre ? Je vais certainement pas supprimer cette vidéo et ça va pas m'entacher ma journée. Pour moi, c'est pas un échec. Ça va, ça vient. Les gens, ils préfèrent souvent un type de contenu et ils se mettent à te suivre pour un type de contenu. Moi, en l'occurrence, c'est l'humour. Et c'est vrai que quand je publie une vidéo qui est tout de suite un petit peu plus sérieuse,
est différente d'habitude. Je pense notamment des vidéos où je travaille mes chevaux, où je monte à cheval, ou des choses comme ça. Ça intéresse moins et du coup, elles sont moins vues. Mais j'ai envie de dire, c'est pas grave en fait. Moi, j'en ai rien à faire. Du moment que moi, ça me fait kiffer de poster ça, c'est le principal. Moi, je pars du principe quand je me suis mise à mon compte, alors pas forcément pour les vidéos, parce que je me suis mise à mon compte en tant que masseur équin en 2017 à la base. Et quand je me suis mise à mon compte en tant que masseur, je me suis dit, jamais je ferai, ou je prendrai des clients, ou je ferai un travail qui me coûte, qui ne me plaît pas. Et pour les réseaux, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que jamais je me forcerai à faire du contenu. Donc si j'en fais, c'est parce que ça me plaît. Jamais je me forcerai à travailler avec des partenaires en qui je ne crois pas et en qui je ne suis pas totalement en accord, que ce soit humainement, éthiquement parlant, au niveau des valeurs de bien-être humain et de bien-être animal qui me sont chères. Si je ne suis pas en accord avec cette personne, et Dieu sait qu'il y en a, je n'accepte pas tous les partenariats qu'on me propose parce que pour moi, l'humain et les valeurs qu'on partage sont primordiales. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, si on te propose 10 millions, enfin 10 millions, on va pas exagérer, mais si on te propose 10 000 euros pour faire une vidéo, tu vas pas dire non. Sincèrement, si. Ça m'est déjà arrivé de dire non à Temu, Shein & Co, là, parce que, alors qu'ils payent très très bien, les gars. Bon, c'est pas 10 000 euros la vidéo, mais ils payent très très bien, qu'on se le dise. Parce que c'est pas mes valeurs, en fait. C'est pas mes valeurs, les trucs fabriqués en Chine. Alors, je dis pas que j'ai jamais acheté sur Temu, ça serait ridicule. Mais je ne veux pas promouvoir cette merde. Parce que, sincèrement, je suis pas du tout pour ce truc-là. Les gens sont surexploités. Bon, en plus, j'avoue, j'ai déjà acheté des trucs sur Temu. Je consomme moi aussi. Donc, c'est un peu hypocrite ce que je suis en train de dire. Là, dire, ouais, c'est pas bien. Et puis, j'achète quand même. Donc, autant vous dire que des fois, je ferais mieux de fermer ma bouche. Mais c'est pas pour ça que je vais pas en faire la pub. J'ai pas envie de dire aux gens que c'est vachement bien d'acheter chez Temu. C'est pas vrai. C'est de la merde. En plus, c'est de la grosse merde. Au passage, bon, ça vaut ce que ça coûte. Mais voilà. Donc, oui, il y a des partenaires à qui je dis non parce que je partage pas les valeurs. Bon, bref, on s'est quand même un petit peu égaré du sujet de départ qui est l'échec. Donc, tout ça pour dire que dans les réseaux, tout ce que vous voyez, c'est souvent le beau, le positif. Forcément, on montre ce qu'on sait faire de mieux. Moi, c'est beaucoup les sketchs, monter avec mes chevaux, etc. Mais en 6 ans, bientôt, de création de contenu, à savoir, depuis 6 ans, je publie entre 1 et 2 vidéos par jour. Donc pendant 4 ans exactement, j'ai publié 2 vidéos par jour, sans jamais lâcher un seul jour, les gars. Et ensuite, je me suis calmée un peu puisque j'ai divorcé, etc. J'ai passé une période difficile et j'ai réduit à 1 vidéo par jour. En ce moment, c'est les fêtes de Noël, tout ça. Je suis à 1 vidéo tous les 2 jours parce que j'ai pas envie de me forcer à faire du contenu. Et ça demande énormément d'énergie, de créativité, de temps. Et des fois, on est un petit peu plus fatigué que d'autres. Moi, c'est le cas en ce moment. Et j'ai envie de profiter de mes proches. C'est Noël, bientôt. J'ai envie de profiter de mes proches. Donc, le contenu passe en second plan. C'était pas le cas avant. Et c'est pour ça que c'est intéressant de parler des échecs, parce que j'ai eu beaucoup d'échecs pendant 6 ans. Et ça m'a permis justement d'en arriver là aujourd'hui, où aujourd'hui, j'ai une vie équilibrée entre le perso et le pro. Et pendant très longtemps, je ne vivais que pour le pro. C'est-à-dire que je ne vivais que pour la création de contenu et mon métier de masseur, bien sûr, que je pratique toujours, au passage. Moins, certes, mais je le pratique toujours. Mais c'est vrai que dans ma vie, pendant très longtemps, il n'y avait que le professionnel qui comptait. À tel point, en plus, mon ex-mari, Jérémy, travaillait avec moi. Donc, on ne vivait que pour le pro. Ça m'a bouffé tout, la santé, mon couple, ça m'a coûté mon mariage, parce que j'étais mariée. Donc, ça m'a coûté mon mariage, ma santé, parce que j'ai fait une paralysie faciale, un syndrome de Bell, ça s'appelle, où j'ai eu toute la face droite paralysée.
J'ai failli perdre mon œil droit parce qu'il se fermait plus. Bref, je suis passée par des trucs de merde hein, quand même. Alors, c'est pas que les réseaux sociaux, mais ça en fait partie parce que, en fait, quand on est sur les réseaux, on a forcément, quand on buzz, hein, moi j'ai la chance d'avoir une communauté de ouf. Hein. On est 2,5 millions d'abonnés, tous réseaux confondus. Je trouve ça incroyable et je vous remercierai jamais assez de nous suivre comme ça parce que c'est incroyable. Moi, jamais j'aurais imaginé en arriver là aujourd'hui et grâce à vous, j'en ai fait mon métier et grâce à vous, je kiffe quoi. Donc, c'est extraordinaire. Mais c'est vrai que je me suis laissée complètement submergée par ça à une époque parce que, en fait, je suis tellement reconnaissante de ça, du fait que vous me suiviez, que vous me souteniez, que dès que, là, j'ai lancé le podcast il y a quelques mois, vous êtes derrière, vous me faites des retours, c'est incroyable. J'ai une communauté, mais beaucoup de créateurs de contenu seront d'accord avec moi. On a des communautés incroyables, des gens qui nous soutiennent, qui nous suivent, qui nous envoient des mails. Tous les jours, je reçois des messages privés pour me dire que vous adorez ce que je fais, vous kiffez, bravo, que des messages génialissimes. C'est je ne sais pas, la dernière fois que j'ai reçu un message de hater, ça date de au moins 6 mois, les gars. Hein. Et j'ai une chance inouïe. C'est tout le temps des messages bienveillants. Les commentaires, c'est pareil. Vous êtes toujours au taquet. Moi, franchement, j'ai beaucoup de chance. Mais du fait de ça, en fait, moi, je vais parler pour moi. Je vais pas généraliser parce que tous les créateurs de contenu ne sont pas, sont tous différents. Hein, ils ont tous des personnalités différentes et chacun vit sa propre expérience. Donc, je vais pas parler au nom de tout le monde. Hein, d'ailleurs, ça me regarde absolument pas. Et chacun vit son expérience à son rythme. Donc, je vais parler pour moi. Moi, quand j'ai buzzé en 2020 avec le premier confinement, j'étais pas du tout destinée à faire ça. J'ai fait une vidéo pour faire rire ma pote. Ça a buzzé extrêmement cette vidéo et j'ai continué parce que vous me l'avez demandé, puis j'avais de plus en plus d'abonnés qui me disaient que c'était génial, fallait que je continue, puis je kiffais faire ça. Donc j'ai continué et j'en suis là aujourd'hui. Et c'est vrai que quand j'ai buzzé, je me suis mis une telle pression pour ne pas vous décevoir que je me disais, il faut que je sois là, présente pour les gens, il faut que je les fasse rire, etc. Et en fait, au fur et à mesure du temps, c'est devenu une obsession chez moi de ne pas vous décevoir. Moi, c'était pas vraiment les stats. Alors, je le voyais par rapport aux stats de pas vous décevoir, parce que forcément, les stats parlent pour nous créateurs, parce que vous nous voyez tous les jours en vidéo, en story, machin. Vous voyez notre visage, on parle, on vous parle. Mais nous, on ne vous voit pas. Nous, on voit que des commentaires, des likes, des messages privés. Au mieux, on a des photos de temps en temps dans messages privés que vous nous envoyez. Mais on ne sait pas qui vous êtes. On ne vous entend pas parler. Alors, aujourd'hui, il y a les vocaux et tout, mais c'est vrai qu'à une époque, au premier confinement, il me semble pas qu'on pouvait envoyer des vocaux. Et je crois pas que c'était trop la mode, donc on s'en envoyait pas. Donc bref, je savais pas qui vous étiez, quoi. Et c'est vrai qu'il y avait que les stats qui me permettaient de voir si je vous décevais ou pas. Et c'est devenu une obsession. C'est devenu une obsession chez moi, à savoir il fallait que toutes les vidéos que je sorte, vous soyez contents. Donc moi, tous les jours, pendant de nombreuses années, 2, 3, 4 ans, tous les jours, je passais 2 heures, alors je ne vous mens pas, hein, 2 heures par jour à lire tous les commentaires, tous les messages privés, regarder toutes les stats. Je me souviens, j'en profitais quand j'étais aux chiottes pour faire ça. C'était mon moment. Des fois, je restais 1 heure aux chiottes en train de répondre à des commentaires ou des messages privés. Et je faisais ça à chaque fois que j'allais aux chiottes. Donc, des fois, je pissais juste, les gars. Je restais sur le trône pendant 1 heure, quoi. Mais je dis 2 heures par jour, mais des fois, c'était bien plus, quoi. En plus des tournages, en plus des montages, en plus des programmations, des visios avec les partenaires, des lives. Je faisais des lives pendant un moment. Enfin bref, on a fait des événements puisque vous nous avez demandé. Équitalion, la première année que je l'ai fait, j'avais jamais été dans un salon du cheval avant 2021. La première année que je fais un salon du cheval, c'est en tant que ponycorn. Et je me fais déchirer la gueule, quoi. Enfin, vous étiez, je sais pas combien il y a eu de personnes. Je me rappelle avoir fait un meet-up d'une journée complète.
Je ne savais pas du tout ce que c'était un meet-up, hein, c'était la première fois que je faisais ça. Et je vous avais donné rendez-vous toute la journée sur le stand d'un partenaire. Et je n'ai jamais pu aller pisser de la journée. Je me rappelle être arrivée à 8h30, il y avait déjà des gens. Et en fait, j'ai pu manger et pisser à 17h30 parce que j'avais supplié un groupe d'abonnés qui étaient là en leur disant « Je vous en supplie, il faut que j'aille faire pipi et je dois manger un peu parce que je n'ai pas arrêté depuis 8h30. » C'était la folie. Et en fait, à ce moment-là, j'ai pris conscience, parce que je vous ai rencontré, que Ponycorn, c'était un truc de dingue. Et à partir de ce moment-là, donc c'était 2021, c'était octobre 2021, je me suis dit, il faut pas que je déçoive ces gens. Vraiment pas. Donc avant, c'est vrai qu'avant ce moment-là, pendant un an et demi, hein, je faisais du contenu vraiment à la légère, entre guillemets, c'est-à-dire que je me prenais pas trop le chou, je faisais ça pour le plaisir, et puis ça vous plaisait, c'était trop bien. Et en fait, quand j'ai fait Equitalion, j'ai pris conscience qu'il y avait des vrais gens derrière les commentaires et tout ça, et que j'avais pas le droit à l'erreur. Enfin, c'est moi hein, qui me mettais cette pression-là. Je me disais, il faut pas que je les déçoive. Et en fait, cette pensée-là, ça m'a amenée à l'échec, parce que je me suis mis une telle pression que je n'arrivais pas à dire non. C'est-à-dire que vous me demandiez des lives, je faisais des lives. Donc après, j'ai mis en place des lives 2 fois par semaine. Je faisais 2 vidéos par jour. J'allais aux événements. On me demandait à faire des animations à droite, à gauche, des stages, des machins. Je partais dans toute la France faire des trucs. Je n'arrivais pas à dire non. Je n'arrivais pas. Des partenaires, c'est pareil. J'ai eu énormément de demandes de partenariat. Pendant un moment, j'en faisais énormément parce que je ne savais pas dire non. Et que j'étais tellement sollicitée que je me disais, il faut pas que je déçoive les gens. En fait, c'était vraiment ce truc-là qui m'animait jusqu'au jour où, il y a 2 ans, mon corps, il a dit stop, complètement stop. Enfin, Ponycorn, ça m'a amené à des trucs de dingue. Hein. J'ai tourné des épisodes avec Thierry Lhermitte. Enfin, ça me parle parce que moi, je suis une grande fan de Thierry et du coup, on est allé très loin dans ce projet-là. Thierry avait des projets hein, pour moi et puis Lucie qui jouait Kelly. Donc, c'est allé très très loin dans certains projets à tel point, et plus toutes les demandes d'événements que j'avais moi à faire, plus les partenariats, plus moi mon contenu que je faisais pour moi, plus mon métier de masseur parce que je continuais aussi. Et en fait, à un moment donné, c'est plus ma tête qui a dit non, c'est mon corps. Mon corps, il a littéralement bugué, les gars, erreur 404, et j'ai fait une paralysie faciale. En plus de cette paralysie, je divorçais à ce moment-là, puisque mon couple avait rendu l'âme. Effectivement, j'avais absolument plus aucune vie personnelle, puisque mon mari de l'époque avait quitté son job pour travailler avec moi, parce que je n'arrivais pas à m'en sortir toute seule, j'avais trop de taf. Donc, je lui avais demandé lui, il voulait changer de voie dans son travail. Et moi, je lui avais demandé, est-ce que ça te dit d'être avec moi à 100% dans l'entreprise ? Et il avait accepté. Erreur monumentale. Enfin, aujourd'hui, non. Hein. Je pense que si on est séparés aujourd'hui, c'est que ça devait se passer comme ça. Mais donc, échec perso, je divorce. Mais encore une fois, cet échec, il n'est pas arrivé pour rien. Aujourd'hui, si c'était à refaire ce divorce, je le referais 150 fois, parce que je suis bien plus heureuse aujourd'hui que je ne l'étais à l'époque. Et que si je me suis séparée de Jérémy, c'est qu'on a pris des chemins différents et qu'on n'était plus fait pour être ensemble. Donc cet échec, qu'est-ce que j'en ai tiré ? Aujourd'hui, beaucoup de choses. Et au niveau perso, aujourd'hui, donc je suis avec quelqu'un, j'ai rencontré quelqu'un depuis 1 an, Flo, si vous me suivez dans les podcasts et tout ça, et que vous me suivez sur Instagram, alors surtout sur Ponycorn-lifestyle, puisque Flo fait du crossfit avec moi, donc il est souvent en publication. Et Flo, c'est quelqu'un qui me correspond beaucoup plus, en toute objectivité, hein, et sans
sans être, sans dénigrer ma précédente relation de 10 ans avec Jérémy qui a été super. Jérémy, c'est une très belle personne. On est toujours amis aujourd'hui et c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Mais vraiment, en toute objectivité et en toute bienveillance, Flo me correspond bien plus que Jérémy. Mais quand on est dans un couple et dans une routine, on ne s'en rend pas forcément compte, on n'a pas le recul nécessaire. Et même quand on a divorcé, quand on s'est séparés, je ne savais pas pourquoi je me séparais de lui. J'avais besoin de me séparer de lui, mon instinct, mon intuition me disait il faut partir. Je fais un trop-plein, j'en peux plus. Mais j'avais pas la réponse, je savais pas pourquoi. J'avais rien à lui reprocher. C'est un mec très bien, il m'a jamais trompé, il m'a jamais fait une crasse. C'est pas quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de bien. Il y avait aucune raison pour que je parte, mais je l'aimais plus. Et mon intuition, mon instinct me disait va-t'en, ne reste pas dans ce mariage. Aujourd'hui, je sais pourquoi. Aujourd'hui, j'ai les réponses. Cet échec, il m'a permis d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Et je suis méga heureuse. Au niveau perso, j'entends. Hein. Donc cet échec de divorce, voilà ce que ça m'a apporté. La vie que j'ai aujourd'hui, une vie libre, de femme comblée, épanouie, avec un homme qui me ressemble et avec qui je partage beaucoup de choses, bien plus que ce que je pouvais partager avec Jérémy. Parce que Jérémy, c'est vrai que à l'époque, on était extrêmement fort dans le pro. On a toujours été des très bons partenaires professionnels parce qu'on a travaillé longtemps ensemble avant Ponycorn et on a travaillé ensemble avec Ponycorn. Mais à part ça, au niveau perso, c'était pas la joie, quoi. Il se passait pas grand-chose. Hein. On était plus potes que mari et femme, quoi. Donc cet échec m'a appris ça. Et j'ai eu l'échec, je dirais le pire qui puisse arriver, enfin le pire échec des échecs, c'est la santé. Pour moi, c'est la pire chose qui puisse arriver à un être humain, c'est de ne pas avoir la santé, parce que ça, on est complètement démunis, parce que l'argent, tout, n'importe quoi, le temps, l'argent, tout ce que vous voulez, ça ne peut rien contre la maladie ou contre une mauvaise santé. Et moi, j'ai eu de la chance parce que je m'en suis tirée avec aucune séquelle aujourd'hui. Alors, je me suis donné les moyens, les gars. Si vous voulez, j'ai fait une vidéo YouTube là-dessus ou qui s'appelle « Je suis tombée malade et je vous en parle ». Si vous voulez aller voir, une vidéo longue où je raconte tout mon calvaire de cette paralysie faciale. Je sais qu'il faut que je vous fasse un podcast là-dessus d'ailleurs. Mais je me suis donné les moyens à 2 millions % pour m'en sortir. Et ça n'a pas été une mince affaire. Et c'est vrai que cet échec-là de la santé, ça m'a appris quoi ? Ça m'a appris qu'il fallait que je m'écoute. C'est-à-dire que si je n'avais pas envie de le faire, si j'étais fatiguée, si j'avais faim, eh ben, tout simplement, je m'écoute. Parce que, je parle du sommeil, de la faim, etc. Parce que à cette période-là, avant de faire mon burn-out, ça m'arrivait de faire en événement, de faire des journées, mais vous n'imaginez même pas, les gars, de me lever à 5 heures le matin, de terminer à minuit le soir, de bouffer avec un lance-pierre, c'est-à-dire si j'ingérais 1000 cales dans la journée, c'était le bout du monde, alors que, pour ceux qui ne sont pas trop calés en nutrition, il faut quand même entre 1800 et 2000 cales par jour pour un adulte en bonne santé. Donc, quand on se dépense, il en faut un peu plus. Et c'est vrai qu'il y a des moments, j'étais épuisée. Pour vous donner un petit ordre d'idée, la dernière année avant mon burn-out, j'ai passé 4 mois à l'hôtel sur l'année. Je trouve ça énorme. 4 mois d'hôtel sur 12, c'est-à-dire que j'ai habité 4 mois ailleurs de chez moi toute l'année. Et c'est vrai que à cette période-là, je ne m'en rendais même pas compte. On me demandait un événement, je disais oui. On me demandait d'aller à l'autre bout de la France pour faire un stage, je disais oui. Et en fait, ça m'arrivait de faire des journées entières sans manger, quoi. Mais pas parce que j'avais pas faim ou je voulais pas m'alimenter, non, pas du tout. C'est parce que j'avais pas le temps. Parce que j'étais trop sollicitée par les gens, par les organisateurs de l'événement, par les partenaires. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte, à juste titre, hein, que en fait, je vais parler avec des centaines de personnes dans la journée.
Et en fait, c'est comme dans un mariage. Quand tu as un mariage avec 200 personnes et que les mariés doivent faire la bise à 200 personnes, ça prend du temps. Et quand tu parles à 100 personnes dans ta journée, j'exagère pas, sur des événements, par exemple sur des meet-up, en 2 heures de temps, on peut faire entre 200 et 300 dédicaces. Donc tout ça, ça prend énormément de temps. Et puis quand j'étais en stage, je discute. Enfin, je veux dire, je suis pas en meet-up, donc c'est moins speed, etc. Donc je passais des week-ends entiers, des fois, à bouffer un pauvre sandwich dans la journée, basta quoi. Et quand je rentrais le soir, j'étais tellement crevée puisqu'il était hyper tard que je mangeais même pas, je dormais et puis basta. Ce qui fait qu'à cette période-là, j'ai perdu beaucoup de poids. Je suis devenue anorexique parce que au final. Quand on voit qu'on perd du poids, qu'on devient mince et basta, et puis que l'anorexie, c'est des troubles du comportement alimentaire. C'est psychologique, c'est mental. Et j'ai fini par me dire, j'étais pas bien dans ma peau, j'étais beaucoup sollicitée, donc beaucoup de stress, parce que mine de rien, ça génère un stress. Alors, je veux quand même faire un point pour dire, je suis pas du tout en train de me plaindre, à me dire, ouais, les créateurs de contenu, c'est un métier difficile. Absolument pas. C'est vraiment super. Moi, je kiffe mon job. Si c'était à refaire, je le ferais 50 fois. C'est juste pour expliquer la partie immergée de l'iceberg, la pression qu'on se met, enfin en tout cas que moi je me mets, pour ne pas décevoir les gens, au point de me mettre en danger et d'avoir abîmé ma santé. Et c'est juste ce point-là que je veux parler. C'est pas un truc. Je kiffais moi faire ça. Je kiffais. À aucun moment je me disais oh là là, j'en ai trop marre. Non, j'étais épuisée. Clairement, j'étais fatiguée de mes journées. J'étais épuisée. J'osais pas trop dire non. J'osais pas trop dire attendez là, s'il vous plaît, je vais juste aller manger parce que j'ai trop faim, j'en peux plus. Aujourd'hui, je le fais. Aujourd'hui, quand je suis fatiguée, j'ai faim. Je le dis. Je le dis simplement en fait parce que ça sert à rien aujourd'hui, je vous le dis, j'ai peur de refaire un burn-out. J'ai peur de refaire une paralysie. Mon corps, il a allé tellement loin et ça a été tellement difficile cette période parce que ça a duré quand même 2 mois de chômage complet parce que je pouvais pas, j'étais paralysée. Donc j'ai failli perdre mon job. Mon job, j'ai failli arrêter ce que je faisais parce que la création de contenu sans pouvoir parler et articuler correctement, moi qui fais des sketchs, c'est pas possible quoi. Donc puis avec un œil qui se fermait pas, bref, je vous laisse passer l'horreur quoi. Donc j'ai failli perdre mon boulot et c'est vrai que ça a été hyper difficile parce que la santé quand on l'a plus, on peut rien y faire. On a juste à attendre et puis faut être en convalescence et puis attendre et puis pour aller mieux quoi et prendre soin de soi. Alors une chose que je savais pas faire. Donc cet échec-là de la santé, ça m'a appris à prendre soin de moi, à dire non, mais à dire non gentiment, quoi. Et ça m'arrive maintenant, depuis 2 ans, de vous dire, par exemple, après un meet-up de 2 heures, quand vous venez, alors ça m'est arrivé là, je le dis parce que ça m'est arrivé là à Equitalion, on avait un meet-up chez notre partenaire Anit qui était prévu sur plus de 2h30. Et en fait, forcément, vu qu'il y a beaucoup de queues, souvent les gens font un tour, puis reviennent, puis attendent la fin quand il n'y a plus personne, et me topent en fait en off quand j'ai fini. Sauf qu'en fait, ça fait 2h30 où je suis à donf et tout, et au bout de 2h30, en général, j'ai une espèce de claque qui arrive où je suis crevée, et j'ai juste besoin de manger un petit peu, de me reposer 10 minutes, et après c'est bon. Et maintenant, je le dis. Et je l'ai dit à une petite fille, je lui ai dit, là, tu vois, je suis rincée, je viens de finir mon meet-up et tout. On est obligé de libérer les lieux parce que c'est pareil, on a aussi des impératifs avec les salons. On ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas bloquer les allées pendant toute l'après-midi. Donc, on doit respecter des horaires. Donc, je l'ai expliqué à la petite jeune fille et à la maman qui était là. Je lui ai dit, je vais aller m'asseoir, je vais boire, je vais manger un petit peu, je vais me reposer. Et après, si tu es encore là et qu'on se croise dans les allées, avec grand plaisir pour prendre une photo. Mais là, tu vois, je suis crevée. Je vais juste faire une petite pause et je reviens. Et franchement, à chaque fois, c'est hyper bien accueilli. Et c'est vrai qu'avant, j'osais pas. Et ce qui fait que j'ai fait des meet-up, sans exagérer, de 4h, 4h30, avec les organisateurs du salon qui venaient
nous voir en n'étant pas contents, qui faisaient intervenir la sécu en disant bon, bah, maintenant ça suffit, ça fait toute l'après-midi que vous bloquez les allées, maintenant vous arrêtez. Et en fait, c'était comme ça qu'on arrêtait les meet-up les premières années, en fait. C'est parce qu'on se faisait engueuler. Donc, moi, il y a eu des Équitalions pendant des moments, ça a été chaud pour venir, parce qu'ils ne voulaient plus que je vienne, parce que c'était le bordel. À juste titre, à juste titre. Donc maintenant, aujourd'hui, quand je suis fatiguée, je le dis. Et j'explique, voilà, les organisateurs, ils nous donnent une plage horaire de 2 heures, point final. Voilà, on en profite. Mais il y a un moment, on doit libérer les lieux, quoi. Bon, souvent, on déborde, mais voilà, on évite de déborder 2 heures, quoi. Donc, c'est vrai que cet échec, moi, ça m'a appris à prendre soin de moi, à savoir dire non, non aux partenaires, non aux événements. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai ma vie perso avec Flo, comme je vous l'ai dit, où je suis très épanouie, très heureuse, et je n'ai pas envie de partir 4 mois de chez moi à l'hôtel, toute seule, loin de Flo, loin de mes animaux. Non, je ne veux plus faire ça. Donc, je fais beaucoup moins d'événements qu'avant. J'en fais peut-être 2-3 fois moins. Je fais plus de stages de massage en présentiel dans toute la France. J'en fais que dans ma région. Et j'ai créé ma formation en ligne de massage équin. Donc, comme ça, je peux partager ce que je sais et enseigner ce que je sais à distance. Ça me permet, de partager ma passion du massage équin tout en n'étant pas à droite à gauche et en pouvant avoir une vie perso. Et surtout, j'ai appris à dire non, à dire quand je suis fatiguée, quand j'ai faim et quand j'en ai marre. Parce qu'on est des humains et que des fois, on est un peu grognon, on est un peu fatigué. Et voilà, et j'ai appris à accepter ça. Et c'est vrai que depuis, ça se passe hyper bien. Et c'est vrai que cet échec de burn-out, réseau, là, ça m'a appris ça. Et quand je discute avec des collègues, donc je discutais au Salon du Cheval avec des collègues, créatrices et créateurs, qui me disaient ça. Ils me disaient, ouais, les stats, parce qu'ils font ça depuis moins longtemps que moi. Ils me disaient, les stats, je suis obsédée par les stats, ça peut me pourrir ma journée et tout. Je comprends parce que je l'ai vécu. Mais avec l'expérience que j'ai, du coup, j'ai pu leur dire, faites gaffe, en fait, les filles, faites gaffe, quoi. Parce que, en fait, c'est hyper dangereux d'être obsédée par ça. Alors aujourd'hui, je dis pas que j'ai pas toujours ce truc de pas vous décevoir. Non, c'est vrai que quand j'ai une vidéo qui fonctionne moins bien, je me dis ah merde, dommage, ça, ils ont pas trop kiffé. C'est plus ça qui me vient à l'esprit. Après, je m'en fous, très sincèrement, dans le sens où je me dis c'est pas grave, j'en fais suffisamment des vidéos pour que les gens y kiffent, les autres, tu vois, et surtout. Aujourd'hui, j'ai un petit côté un peu plus perso que j'avais peut-être pas au début que j'ai commencé. Où aujourd'hui, comme je disais au début de ce podcast, je fais ça pour moi, pour me faire kiffer. Parce que si moi, ça me fait kiffer, forcément, vous allez le ressentir. Et forcément que vous allez trouver ça plus fun que si je fais ça parce qu'il faut faire ça, quoi. Je fais ça parce que c'est mon boulot, donc je fais ça. Non, non, ça se ressent quand les gens ils sont pas passionnés, ils sont pas animés, comme un chanteur qui chante pas avec ses tripes, qui chante pas pour lui. Si un chanteur il chante pas pour lui, il chante pas avec ses tripes, il a rien compris. Enfin, moi je trouve qu'il a rien compris, le gars. C'est important que nous, en tant que créateurs, artistes ou ce que vous voulez, je sais pas comment on appelle ça, mais on ait besoin de se faire kiffer nous-mêmes pour vous faire kiffer. C'est comme un proverbe qui est très bien fait, je trouve. Il faut s'aimer soi-même pour aimer les autres. Mais c'est vrai, si tu t'aimes pas un minimum, tu peux pas aimer les autres, c'est pas possible. Tu peux pas te détester et aimer les autres, ça n'existe pas, ça. En fait, pour les créateurs et les artistes, c'est pareil. Il faut qu'on se fasse kiffer, nous, pour vous faire kiffer. Et ça, je l'ai compris avec ce putain de burn-out, cette putain de paralysie faciale. J'ai compris que si je prenais soin de moi, j'irais loin. Parce qu'en fait, les réseaux et la création de contenu, c'est un marathon. C'est tout le temps qu'il faut qu'on sorte du contenu. On ne peut pas faire une vidéo et comme les films, et puis pendant un an, tu kiffes ta sortie de film. Et puis les gens le regardent. Non, une vidéo, les réseaux sociaux encore plus, c'est du consommable. C'est une vidéo, les gens ils la voient une fois, pof, ils zappent, quoi. Ils vont pas la regarder 50 fois la vidéo, sauf si elle est extrêmement drôle et puis ils en peuvent plus. Mais tu la regardes, allez, 1 fois, 2 fois, 3 fois, allez, 4 fois parce que tu retombes dessus, parce que t'as un pote qui te l'a envoyé, tu vois. Mais c'est tout, quoi.
Et ce truc qui fait que c'est du consommable, ça met une charge de travail et une charge mentale qui est quand même importante. Et c'est vrai qu'il faut tenir dans la durée si on aime ce qu'on fait et qu'on veut durer. Et moi, c'est ça, moi je kiffe mon taf, je kiffe vous rencontrer, je kiffe avoir des retours, je vous le dis tout le temps en podcast, envoyez-moi des DM parce que j'adore. Et Clémence, là, qui m'a inspiré ce podcast de ce soir, elle me disait, mais j'osais pas t'envoyer un DM. Mais osez, les gars, osez, putain, moi j'adore ça. Mais même si on se voit dans la rue, venez me parler des podcasts si vous les avez écoutés. Mais ça me fait surkiffer, mais même les vidéos, on en parle. Mais les vidéos, j'ai l'impression que c'est un peu plus fluide. Les gens, ils en parlent plus facilement. Bon, peut-être parce que c'est plus vu que les podcasts que je commence depuis quelques mois. Mais moi, ça me fait trop kiffer quand on parle des podcasts. Qu'on parle de nos histoires de cul ensemble parce que on a tous un passé Tinder ou machin, mais j'adore. Et là, les échecs, c'est pareil, mais envoyez-moi des DM si vous aussi, vous avez eu des échecs. Alors, j'en suis sûre, parce que tout le monde a des échecs, et que vous avez rebondi grâce à ça. Et c'est vrai que cette partie, pour continuer sur cette partie réseau, c'est vrai que c'est assez tabou de dire oui, on a des échecs. Oui, on a des vidéos qui marchent pas. Moi, j'ai plein de vidéos qui n'ont absolument pas marché, qui ont été mal perçues, avec un message que je voulais faire passer qui n'avait rien à voir avec le message perçu par les abonnés et qui ont eu un message négatif alors qu'à la base, c'était pas du tout ce que je voulais dire, donc qui a été mal interprété. Y a plein de vidéos comme ça, ou même quelques vidéos que j'ai faites qui ont fait des bad buzz, à la base, qui était très maladroite, mais qui n'était pas méchante, parce que je suis pas une nana du tout comme ça. Enfin, ceux qui me connaissent bien savent très bien comment je suis. Je suis très maladroite et grande gueule. En plus, je réfléchis souvent après avoir parlé. Donc, ce qui fait que ça donne des situations, et notamment en vidéo, très cocasses parfois, et qui peuvent créer des malaises chez certaines personnes, les abonnés qui prennent mal le message, etc. Et je l'entends totalement. Et c'est vrai que, voilà, il faut en parler. Moi, j'ai aucun mal à dire que oui, j'ai eu des vidéos qui ont bad buzzé. Oui, j'ai eu des moments de haters. J'ai eu, j'en ai des haters. Et alors, j'ai envie de vous dire, est-ce que ça m'empêche de dormir ? Non, pas du tout. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est normal, en fait, qu'on ne puisse pas plaire à tout le monde. C'est normal. C'est comme dans la vraie vie. Sauf que c'est extrapolé puisqu'on a des millions d'abonnés. Et forcément, dans ces 2,5 millions de personnes, c'est énorme. Il y a forcément des gens qui sont pas d'accord avec toi, qui te suivent mais qui t'aiment pas, qui te défoncent par derrière ou par devant. Et forcément que c'est normal. Et moi, j'ai aucun problème avec ça. Alors, j'ai un problème quand ça devient du harcèlement. Ce que j'ai vécu, notamment sur les réseaux aussi, là, ça, c'est du pénal. C'est comme dans la vraie vie, quand on harcèle les gens, il y a un moment, c'est pénal. C'est la loi qui s'en charge. Ça, c'est encore autre chose. Mais moi, ça me pose pas de problème que des gens viennent commenter mes vidéos et me disent « je suis pas d'accord avec toi ». Si c'est tout à fait poli, aucun problème. Je suis pas d'accord avec toi, moi je partage pas du tout ton idée, j'aime pas trop ta vidéo, je préférais avant. Ok les gars, moi j'ai aucun problème avec ça, je trouve ça même très positif de sortir des trucs comme ça, parce que déjà souvent ça vous fait du bien de le dire, donc faites-le, mais par chance, j'en ai très peu. Alors je sais pas pourquoi, et tant mieux, moi je demande que ça, et je valorise aussi beaucoup les commentaires positifs et bienveillants. Quand c'est des commentaires négatifs et que ça n'a ni queue ni tête, franchement j'en ai rien à foutre, et si je tombe dessus, ça passe, ça sort. C'est vrai qu'aujourd'hui j'arrive à avoir du recul sur ça, ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est vrai que quand j'ai bad buzzé la première fois, parce que j'ai eu très peu de bad buzz, j'en ai eu 2 exactement. Et la première fois que j'ai bad buzzé, ça m'a énormément coûté. Là, j'ai vraiment pris conscience. Alors déjà, ça a été un échec pour moi, mais ça a été super positif parce que très sincèrement, quand on buzz positivement sur les réseaux, ça nous monte à la tête, quoi qu'il arrive.
moi, je vais vous parler en toute transparence. Il y a un moment donné, ça m'est monté à la tête, à tel point que je me suis dit, putain, mais mes vidéos, toutes les vidéos que je poste, ça marche, c'est extraordinaire, je suis la big boss, c'est génial. C'est pas que je me sentais pupissée, parce que je suis pas du tout comme ça dans la vraie vie, mais j'ai eu un petit élan d'orgueil, voyez-vous. Et je pense que ça m'a donné un peu de, comment dirais-je, je dirais pas du courage, parce que c'est ridicule de dire ça. Le courage, c'est plutôt positif. Et moi, c'était un sentiment orgueilleux qui était plutôt négatif. Et ça m'a fait avoir une attitude et des mots qui n'étaient pas appropriés, qui étaient très maladroits et arrogants, et qui ne reflétaient pas du tout ma personnalité vraie. J'étais plutôt dans un personnage public façonné par Ponycorn à ce moment-là. Il y a quelques années, c'était au début de Ponycorn, c'était 1 an ou 2 après Ponycorn, je crois. Et au final, ça m'a fait bad buzzer, et tant mieux. Parce que ça m'a foutu une espèce de claque dans la gueule, ça m'a remis à ma place en me disant, hey, Cocotte, attends, tu fais des vidéos sur les réseaux sociaux, hein. Donc tu restes à ta place, tu sauves pas des vies, t'es pas infirmière, t'es pas médecin, t'es pas pompier, t'es pas gendarme. Donc les métiers à vocation, c'est pas toi, tu sauves personne. Toi, t'es là juste pour faire la guignole sur les réseaux sociaux, donc reste à ta place. Ça m'a foutu une petite claque, enfin une grosse claque. Et depuis ce jour-là, ce que ça m'a appris, c'est l'humilité, et que à tout moment, ce que je fais, c'est bidon. Je veux dire, à tout moment, ça peut s'arrêter, et à tout moment, je raccroche en fait. Soit parce que ça plaît plus aux gens, hein, bon, ça, j'ai envie de vous dire, ça peut arriver, hein, voilà, ça, on n'y peut rien. Soit parce que moi, j'en ai marre de faire, voilà, soit parce que je veux passer à autre chose. Donc, à tout moment, ça peut s'arrêter. Et encore une fois, je ne sauve personne, je ne sauve pas des vies. Et c'est vrai que quand on fait des salons, quand on est encensé en permanence par les gens, au début, je parle au début, tout créateur de contenu c'est naturel et c'est humain. Et je me suis pardonnée d'avoir fait ça aussi, d'avoir pris le melon, on va dire les choses clairement, au début. C'est normal, c'est humain. Tous les gens te disent qu'ils t'adorent, t'es la meilleure, nanana. Tu reçois des centaines de messages par jour, tous plus mignons que les uns les autres, où les gens, ils t'encensent. Et ben forcément, que ça te monte à la tête. Enfin, moi, ça a été le cas. J'ai été très contente d'avoir eu alors pas sur le coup, hein, mais aujourd'hui, je suis très reconnaissante d'avoir eu ce bad buzz, parce que ça m'a permis de revenir à ma place, remettre les pieds sur terre, et de savoir d'où je viens, à savoir de la campagne, de la Vendée profonde. Je suis une petite masseuse équine, je suis avec mes petits chevaux, et je fais des vidéos sur les réseaux sociaux. J'ai pas inventé le fil à couper le beurre, ni l'eau chaude, et je sauve pas des vies. Voilà. Donc je suis une nana lambda. Et depuis ce moment-là, je vis le truc super bien, parce que je suis en accord, enfin je suis moi-même. Et c'est vrai que je pense que si j'avais pas eu ce bad buzz à cette époque-là, donc cet échec, encore une fois, c'était un échec, et aujourd'hui, je serais peut-être devenue un peu conne, hein, faut se le dire, je serais peut-être condescendante, quoi. Et c'est pas ma personnalité, je n'ai jamais été condescendante, jamais arrogante, je pense être quelqu'un d'assez simple et d'assez humble, parce que justement, j'ai été harcelée au collège et on m'a fait fermer ma bouche plus d'une fois, et ça m'a appris l'humilité et à rester à ma place, et je pense que je suis quelqu'un comme ça, dans la vraie vie. Donc je vois pas pourquoi sur les réseaux je devrais être différente. Donc ça m'a permis de rester moi-même, et ça c'est très bien. Après le deuxième bad buzz, ça c'est plutôt mon côté maladroit qui a fait que j'ai sorti une phrase qui a été très mal interprétée sur les réseaux, sur une vidéo, et c'est vrai que c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire, mais ça a été mal interprété. Bon, ça c'est un concours de circonstances qui fait que, et du coup, tous les haters s'en sont donnés à cœur joie en se disant, tiens, on va lui refoutre un coup dans la gueule à cette grosse conne de Ponycorn, et puis ça a refait un bad buzz. J'ai perdu, alors pour vous donner, je vais être transparente à fond dans ce podcast, parce que j'ai rien à cacher, j'ai perdu, mais je crois que sur Instagram, quelque chose comme 40 000 abonnés, ce qui est énorme. Et je me rappelle m'être dit,
ok, pas de problème. Si ces gens-là se désabonnent, c'est qu'ils ne voient plus en moi les valeurs qu'on partageait ensemble. Ils aiment plus ce que je fais. Ils sont plus en accord avec ce que je fais. C'est pas grave. C'est pas grave. Ceux qui vont rester, ce seront les vraies personnes, en fait. Les vrais de vrais, les vrais abonnés, ceux qui savent, qui ont appris à me connaître au-delà des vidéos et qui savent qui je suis vraiment et qui vont savoir au fond d'eux que cette vidéo, c'est de la maladresse et pas de la méchanceté. Et c'est vrai que ce bad buzz, cet échec-là, ça m'a appris ça. Ça m'a appris que malgré les mauvaises stats, parce que ça a duré très longtemps, hein, ça a duré plusieurs mois, je me levais le matin, je faisais des vidéos et je perdais des abonnés tous les jours. Et beaucoup d'abonnés. Et je me rappelle même un jour m'être dit, en fait, ça va jamais s'arrêter le truc, je vais tout le temps perdre des abonnés. Ça n'a pas été une période difficile, comme le premier bad buzz, où je me suis pris vraiment une grosse claque. Ça n'a pas été trop difficile pour moi parce que, en fait, je me suis dit, mais c'est pas grave. C'est les gens qui vont rester, ce seront les vrais, en fait. Ce seront pas les gens qui te suivent parce que tu es à la mode. Non, ce seront les vraies personnes qui te suivent parce qu'ils savent qui tu es vraiment et qui aiment ton contenu. Et cet échec-là, ça m'a appris à me protéger, c'est-à-dire à me dire, à vivre la vraie vie en fait, à arrêter d'être tout le temps sur les réseaux et dans le virtuel, de plus être avec les gens. Donc, par exemple, ça m'a appris à couper mon téléphone parce que c'est vrai qu'à chaque fois que vous regardez votre tel et que vous perdez des abonnés ou que vous avez des commentaires de haters, faut se le dire, hein, on n'a pas trop envie de rester longtemps sur son téléphone dans ces cas-là. Ce qui fait qu'à cette période-là, pour ma santé mentale et pour pas que ça m'impacte, je coupais mon téléphone quand j'étais au sport, avec mes potes, ma famille, etc. Ce qui fait que mon temps d'écran à cette période-là, ça a été le record du moins de temps d'écran de ma vie, je crois. Et je pense que ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Parce que du coup, j'ai redécouvert la saveur de profiter de la vraie vie et pas d'être constamment collé sur son écran de téléphone. Donc, j'ai fait vachement de sport, des balades, j'étais beaucoup plus avec mes amis. Et je coupais total mon téléphone. Alors, c'est vrai que moi, j'ai pas trop de problème avec ça. En général, quand je suis avec mes amis, je coupe mon téléphone. Quand je suis avec ma famille, je coupe mon téléphone. J'ai toujours fait ça parce que je passe suffisamment de temps là-dessus. Mais à ce moment-là, c'était une volonté je faisais ce que j'avais à faire. Je tournais, je montais, je publiais et je scrollais plus. Et je lisais presque plus les commentaires ni les messages privés. Je me mettais dans une bulle. Et une fois que j'avais fini mon taf, je coupais mon téléphone. Et franchement, ça m'a appris à me reconnecter à la vraie vie, à la nature, au sport, aux sensations physiques. Et ça m'a appris à me détacher de ces fameuses statistiques qui me stressaient tant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai eu une conversation avec Mama bien avant ça. Et où quand on se voyait pour aller se faire des petits restos il y a quelques années, avant mon burn-out, avant les bad buzz, j'étais obsédée par les stats, comme je vous avais dit, pour pas vous décevoir. Et elle m'avait dit fais gaffe, c'est pas bon d'être comme ça, faut que tu prennes le temps de vivre ta vie aussi, tu vois. Et en fait, ce burn-out plus bad buzz, ce bad buzz-là, qui a été un peu en enchaînement, hein, ça a fini total de me sevrer de ces statistiques et de cette frénésie autour du faut pas que je déçoive les gens, etc., etc. Là, je les décevais au final et je me suis dit, je suis pas morte. Je les ai déçus. Le message est mal passé. Et est-ce que je suis morte ? Non. Est-ce que c'est grave ? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui sont morts ? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui sont malades ? Non. Et c'est vrai que j'ai vécu plusieurs choses dans ma vie perso ces 2 dernières années qui ont été quand même très dures. Et ça m'a appris à relativiser en fait. Me dire mais c'est pas grave en fait, c'est juste des réseaux sociaux quoi.
les réseaux sociaux, et c'est virtuel. Alors certes, il y a des vrais gens derrière et tout ça, mais ça ne va pas me tuer s'il y a des gens qui me disent des méchancetés ou des trucs comme ça. Et cet échec-là, ça m'a appris à relativiser, à couper mon téléphone, à profiter de la vie. Donc c'est vrai que ce podcast est un peu long, 1h11, je vous l'avoue, mais je trouve qu'il était tellement important. Et j'avais aussi besoin de vous parler de ça, d'être transparente, de vous montrer que oui, aujourd'hui, Ponycorn, c'est une réussite. Moi, j'estime que j'ai réussi ma vie pro. Je suis hyper épanouie dans ma vie professionnelle. Je ne pouvais pas espérer mieux que ce que je fais aujourd'hui. Parce que Ponycorn, même 6 ans après, ça marche du feu de Dieu. J'ai des partenaires du feu de Dieu avec qui je m'entends mais super bien, à tel point que ce sont devenus des copains, des amis, que j'ai depuis des années, certains depuis le début, qui me font confiance. J'ai des abonnés et une communauté extraordinaire, hyper bienveillante. Vous êtes toujours au rendez-vous sur les événements. Vous me soutenez dans tous les projets que je fais. Et j'avoue que j'ai énormément de chance de faire ce métier-là. Je me lève tous les matins. Ça, c'est pas une connerie, Vraiment, c'est pas pour faire style, sortez les violons et tout. C'est vraiment sincère. Je me lève tous les matins. Et tous les matins, je me dis que j'ai de la chance de faire ce que je fais. Et c'est vrai. Et ça, c'est grâce à vous, C'est grâce à vous qui écoutez les podcasts. C'est grâce à vous qui êtes abonné à Ponycorn. Donc, si vous voulez me soutenir et que vous n'êtes pas abonné, mais abonnez-vous sur YouTube, sur Insta, où vous voulez. Mais abonnez-vous, Ponycorn-le-blog, Ponycorn le blog tout attaché sur YouTube. Abonnez-vous partout, TikTok, YouTube, Facebook, Snapchat, Instagram, podcast. Comme ça, vous soutenez les créateurs en étant abonnés, en regardant leurs vidéos. Peut-être que pour vous, un abonnement, c'est rien. Pour nous, c'est beaucoup. Parce que c'est grâce à vous, en fait. C'est grâce à un abonnement par un abonnement plus un abonnement qui fait que, on en est là aujourd'hui. Donc ça, on ne l'oublie pas. Franchement, il y a tous les créateurs de contenu que je connaisse bien et avec qui je m'entends bien ont le même avis que moi là-dessus. On est hyper reconnaissant de nos communautés parce que sans vous, on ne ferait rien. Ça, il faut se le dire. Et c'est vrai que moi, je le dis tout le temps, j'ai beaucoup de chance et je le redis encore et encore. Ça me tenait à cœur. Merci Clémence. Je ne sais pas si tu écouteras ce podcast, je crois que oui. Donc, merci Clémence de m'avoir donné cette idée de podcast parce que je trouve que c'est important d'en parler. Et moi, ça m'a fait du bien de vous dire que non, la réussite, parce que j'estime que moi, c'est une réussite Ponycorn, ça a un coût quand même. Ça a un coût. La réussite, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et les échecs et le coût et tout ce que ça a demandé, le temps, l'énergie, etc., tout ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. Et c'est pas facile. C'est pas facile tous les jours. Faut pas se le dire. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de pression, beaucoup de charge mentale. Mais comme tout boulot, de toute façon, on n'a rien sans rien. Et moi, je suis hyper heureuse de ce que je fais, même si ça demande beaucoup de boulot. Et encore heureux, j'ai envie de vous dire, parce que sinon, on serait même pas légitime de faire ça. Je suis hyper heureuse dans ce que je fais. Et merci, parce que c'est grâce à vous, encore une fois. C'était Steph de Ponycorn dans ce podcast super long. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours en DM sur Insta, ponycorn-le-blog ou ponycorn-lifestyle. Et ça me fera très plaisir en DM. Sur ce, je vous donne rendez-vous tous les mardis et tous les vendredis à 22h pour un nouveau podcast. Salut!